Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 293. Déjà, et oui, J-7. Ouf, on vote enfin dimanche prochain. Déjà, et oui. Alors, vous savez pour qui vous allez voter, vous, hein? Voilà. Vous faites partie de ces 40%, dit-on, d'indécis, caressés par tous les candidats, mystère, insondable mystère de la démocratie, troublants indécis, au vote tant désiré. Ah, s'ils pouvaient, tous ces 12 candidats, vous enverrez des gris-gris, des filtres magiques, des retours d'affection. 300 sondages, rien que ça, ont essayé de percer votre mystère français tant aimé, un par jour au moins, on n'en peut plus. Les sondages vous étranglent. Surtout que moi, j'ai honte de vous l'avouer, mais je vous le dis là, très simplement, je n'ai jamais été sondé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et alors c'est que je dois intéresser personne, enfin. Et vous, vous avez déjà été sondé ? Beaucoup d'entre nous ne savent pas pour qui ils vont voter le premier tour. Et déjà, on nous annonce le résultat du deuxième. Tout ça est très troublant. Donc dimanche, fin de cet intolérable suspense, en tout cas en ce qui concerne le premier tour. Y aura-t-il alliance, comme on dit, Ségaud, Bayrou contre Sarko ? Enfin, on a dit ça ces jours-ci. On a dit aussi, des rumeurs ont circulé, que Le Pen serait là aussi, comme ça, au premier tour, au second tour, enfin, comme le 21 avril 2002. Bon, on ne sait pas. Le 22 avril 2016 sera-t-il le calque du 21 avril 2002 ? On ne sait pas. Mystère et boule de gomme et vive de toute façon la démocratie. On va faire ici un bilan vif, très vif de cette première partie de campagne avec nos invités que je m'empresse de vous présenter. Tout d'abord, vous, Yulia Kapustina. Yulia Kapustina, vous êtes journaliste russe en poste à Paris depuis 7 ans. Hein ? C'est ça ? C'est ça. Ah non, vous prenez un air genre, non, il s'est trompé. Vous nous direz comment, de Moscou aussi, on perçoit cette campagne. Vous portez par ailleurs un jugement acéré sur les journalistes de notre pays, comme sur nos candidats. Du côté des journalistes, vous sentez de la révérence et de la courbette. Hein, et vous trouvez, de l'autre côté, que les politiciens, je vous cite, souffrent d'un manque de modernité. Merci de ces amabilités constantes. Merci pour le costume que vous nous taillez, Made in Moscou, et le regard clair qui vient de la Volga qui vous est si proche. Elisabeth Lévy, vous êtes journaliste et tout à fait indépendante, collaboratrice régulière à Marianne et Au Point, une journaliste toujours à fleur de peau et d'indignation. Qui vient d'écrire d'indignation. Et qui vient d'écrire un pamphlet sur les médias, le premier pouvoir, inventaire après liquidation, tout est dit, chez Flammarion. À 7 jours du premier tour, vous n'avez pas de mots assez durs, vous aussi, pour condamner cette campagne qui a, selon vous, éludé les problèmes de fond. Non mais écoutez, juste quand même un mot, vous avez dit qu'il y a 18 millions d'indécis en gros, et on nous dit en même temps ça a été une campagne formidable. Comment peut-on expliquer qu'après une campagne formidable, il y a encore 18 millions de gens qui soient toujours pas éclairés ? On va en parler, on va parler de tout ça. Une précision, je crois que c'est un jeu à tous. Il n'y a pas que les journalistes, nous sommes tous responsables, voilà. On va parler de tout ça. Vous diagnostiquez enfin, je vous cite, la mort du journalisme politique. Merci pour moi-même et pour Jacques Espérandieu, que je salue avec amitié, qui est directeur de la rédaction du journal du dimanche, notre partenaire depuis 3 semaines, ce qui me réjouit tout au long de ces débats présidentiels. Nous aussi. Votre expérience, vous avez couvert les 5 dernières campagnes présidentielles, votre sagacité, votre perspicacité nous aideront à décoder ces quelques mois de campagne qui parfois ont semblé bien embrumés. Hein, Patrick Lehing, vous êtes professeur des sciences politiques à l'université d'Amiens et spécialiste de sociologie électorale. Dans votre dernier livre, Subunda, coup de sonde dans l'océan des sondages, qui est paru aux éditions du Croquant. Subunda, c'est ce qui est sous l'eau, c'est ça, le sondage? Le terme sondage vient de sonde, qui au Moyen-Âge voulait dire Subunda, sous l'onde, sous l'eau. Sous l'eau, donc mystère. Donc vous faites une sévère critique de l'hégémonie des sondages et des médias, qui les utilisent de manière obsessionnelle et simpliste. Je vous cite, rien que ça. Vous nous direz ce qu'il faut penser de cette folie sondagière qui a vu plus de 300, je le répète, 300 sondages ces temps-ci. Enquête d'opinion publiée depuis le début de la campagne. Nicolas Van Bremersch. Il vaut mieux vous appeler aussi par votre pseudo très connu dans le monde des internautes, Verzac.
Versac. Vous êtes un blogueur bien connu des internautes, vous suivez, décortiquez, analysez et participez activement à la campagne citoyenne sur le net. À 32 ans, votre journal de bord en ligne, versac.net, a été visité, d'après vos calculs, par près de 500 000 personnes en 2006. 460. Ouais, 460 000. Voilà. Bon, quand on aime, on compte pas, mais enfin, pas mal, d'accord. Internet aurait les moyens, dites-vous, de déstabiliser la campagne dans la dernière ligne droite de l'élection. Alors vraiment, c'est quoi déstabiliser ? Vous nous le direz. Enfin, Jean-Marc Lèche, je suis ravi de vous recevoir. Me permettez-vous de vous présenter comme notre maître à ce sondage, hein, vous êtes coprésident d'Ipsos, évidemment, depuis 82. Selon vous, les sondages jouent un rôle positif, contrairement à votre voisin, là, juste à côté, dans notre vie politique. Vous nous ferez part de votre foi et de votre optimisme au jour de la mort d'un des plus grands politologues français, René Raymond, qui nous manquera à tous dimanche soir prochain. Bien. Eh bien, écoutez, nous allons commencer par une question courte qui va appeler de réponse courte. C'est juste pour lancer notre débat. Pour vous, cette campagne, vous allez me répondre vraiment, on va y aller. Cette campagne a-t-elle été passionnante, ennuyeuse, posant les vraies questions, mortellement zappeuse, dispersée, tout ça à la fois peut-être? Qui veut commencer? Je veux bien. Jacques Espérandieu. Contrairement à ce que disait, il avait passionnante, oui, moi j'en suis convaincu. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui se sont inscrits, il n'y a qu'à voir la participation qu'on annonce, qui serait forte, il n'y a qu'à voir les dîners en ville où on s'engueule, il n'y a qu'à voir les repas de famille, il n'y a qu'à voir les ventes du JDD. Il y a plein de choses qui confirment que cette campagne a été passionnante. Ennuyeuse un peu aussi, il y a une 8aine de jours, avant que des relanceurs aussi célèbres que Michel Rocard ou Bernard Kouchner ce matin ne redynamisent, ne redonnent de l'intérêt à cette campagne, médiatisée bien évidemment, ayant traité des vrais problèmes, oui, mais pas assez longtemps. Passionnante en tout cas, et à suspense. On ne sait toujours pas. Et à suspense total. Jean-Marc Lèche. Appétissante. Appétissante. Ah oui. On a tous les indicateurs d'un solide appétit des Français, et y compris la quantité d'indécis. C'est pas ce qui s'y intéresse qui réserve leur jugement. C'est pas parce que c'est des ploucs. Donc, on a les signes. Les émissions de télévision fonctionnent bien, les audiences ont été bonnes. Les journaux, quelles que soient leurs opinions, vendent davantage de papier qu'avant. Il y a plus de médias. Il y a la participation maintenant des opérateurs de téléphonie mobile. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a plus de sondages aussi. Pourquoi il y a plus de sondages? Parce qu'il y a plus d'appétit, évidemment. Donc, appétissante, c'est-à-dire qu'on a l'eau à la bouche, quoi. Oui. On se demande, on respire. Il y aura plus de votants le 22 avril 2002 qu'il y en a eu le 21 avril 2007 qu'il y en a eu le 21 avril 2002. D'accord, Patrick Lorraine. Moi, je dirais paradoxal. C'est-à-dire à la fois beaucoup plus d'intérêt qu'en 2002, mais un intérêt qu'il ne faut peut-être pas exagérer quand même. Finalement, les émissions les plus vedettes à la télévision ont réuni au maximum 8 millions de téléspectateurs. Il y a quand même 45 millions d'électeurs. C'est pas mal, 8 millions. Oui, mais il y a 45 On millions parle de d'électeurs. riposte, évidemment. Oui. Mais c'est beaucoup, 8 millions. C'est beaucoup plus qu'en 2002, mais ça reste quand même une minorité d'électeurs qui suivent assidûment les débats. Donc, plus d'intérêt, mais il ne faut pas l'exagérer. Beaucoup d'attentes sociales, à mon avis. Mais en même temps, une sorte de scepticisme, de désenchantement, de désillusion qui n'ont pas véritablement baissé depuis 2002. Non, mais c'est extraordinaire. Yuna, quel est votre sentiment? À la fois passionnante, mais extrêmement longue. À Longue. tel point longue qu'on en est fatigué. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Les journalistes sont fatigués. Je pense que les gens sont fatigués. On a observé ces dernières semaines un creux dans la campagne, une espèce de désintéressement. Ouais. Et dont le on fait parlait que... Jacques Espérandu, oui. Voilà, donc parler. Je crois qu'il y a un élément de longueur, c'est que deux des principaux candidats sont en campagne depuis plus d'1 an parce qu'ils avaient à convaincre leur propre camp qu'ils étaient les meilleurs. Et donc ils sont arrivés un tout petit peu à court en cette fin de campagne. Donc, il y a des surenchères, donc ils sont obligés chaque jour à intéresser de nouveau, D'inventer de plus en quelque chose. plus, d'inventer des nouvelles thématiques. Et donc, on est dans une campagne qui n'est pas vertébrée, qui est une campagne zapping, où il n'y a pas, pour n'importe quel candidat, il n'y a pas une espèce de vertèbre, il n'y a pas une ligne politique structurée du début jusqu'à la fin. On passe d'un sujet à l'autre, on zappe avec une légèreté et en répondant justement aux besoins et aux attentes des gens du jour au jour, sans vraiment penser à ce qu'on peut avoir d'entier à long terme. Versac, comment vous la ressentez? Moi, gros appétit, logique, parce qu'on est dans un renouvellement aussi d'hommes, et donc tout le monde a envie de dessiner les 10-15 années qui nous engagent. Donc l'appétit est énorme, on le voit même sur Internet. En revanche, la réponse, logique offre-demande, l'offre politique, elle est quand même bizarre. L'absence de confrontation véritable entre les candidats, chacun est en silo face à ses électeurs et surtout ne veut pas rentrer sur un champ de bataille, génère une frustration que je trouve assez forte. Moi, on est à une semaine,
on n'a toujours pas vu le projet contre projet, les hommes mais contre ça, les hommes. Hein. ils veulent pas, visiblement. Ils veulent pas, manifestement. Mais non, mais Elisabeth Lévy. moi, je suis sidérée de vous entendre tous dire, alors oui, on vend des journaux, les gens regardent les émissions, excusez-moi, ils regardent la Starac aussi. Et moi, j'ai l'impression qu'on a regardé cette campagne comme la Starac. C'est-à-dire qu'on est au bout d'un processus qui est un processus de personnalisation, ce qui fait qu'on oppose dans le meilleur des cas des ambiances. Alors quand il y en a un qui parle du travail, il dit il faut travailler, la valeur travail. De l'autre côté, on dit, je veux dire, autre chose. Mais on oppose des ambiances émotionnelles et puis on oppose comme on ne sait plus très bien sur quoi se déterminer, des mesures, on en a assez peu parlé, puisqu'on zappe, comme l'a dit Julia, on zappe tout le temps. Donc, des ambiances émotionnelles, et puis après, c'est celui dont la gueule nous revient le plus. C'est la Starac, mais la Starac aussi, ça marche vachement bien. Il y a une ambiance extraordinaire. Et il y a quand même une nouveauté dans cette campagne, quand même, du point de vue des journalistes. Si vous voulez, et en même temps, on a un peu, je trouve, scié la branche et creusé notre propre tombe. C'est ces émissions, si vous voulez, où dans le fond, vous avez eu très peu d'émissions, vous aviez des candidats qui étaient soumis à la question par des journalistes politiques, qui, eux, adorent faire du commentaire de sondage, par ailleurs, excusez-moi, mais c'est quand même vrai. Et vous avez monsieur et madame Michu, si vous voulez, qui sont... Puisque de toute façon, on dit que le journaliste, c'est un intermédiaire neutre. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de journaliste. N'importe qui est journaliste. Alors, et c'est quoi Serge Moiti, vous pouvez me dire ce qu'il va advenir pour l'abattement des journalistes? Et puis, qu'est-ce qui va advenir pour telle ou telle mesure qui me concerne? Donc, on a eu une campagne moins moïste. Si vous voulez, sur les moïste. Oui, moïste. Les gens sont venus sur les plateaux de TF1. Raconter leur vie, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais dire, et moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Où est l'intérêt général là-dedans? Où est la discussion sur ce que c'est que la France? Où est la discussion sur la mondialisation? Alors justement, Elisabeth, est-ce que vous pensez, Jacques et Jean-Marc, que des questions fondamentales, comme dirait Elisabeth, n'ont pas été abordées selon ces derniers mois, quoi? Europe, retraite, mondialisation, internationale, sécurité, j'en sais rien, terrorisme. Est-ce que des questions fondamentales n'ont pas été abordées? Moi, j'ai le sentiment que rien n'a été totalement oublié, mais que rien n'a été profondément traité. D'accord. Parmi le plus oublié, comme d'habitude, l'international. Oui. On a très peu parlé de Darfour, on a très peu parlé de Proche-Orient, on a très peu parlé de relations avec les États-Unis, on a très peu parlé de relations avec la Russie. Ça, c'est assez fréquent. Et on a relativement peu parlé d'Iran. Europe, 2 ans après un référendum resté célèbre, on a très peu parlé d'Europe, si ce n'est trouver le moyen de sortir de cet immobilisme. Alors, référendum d'un côté sur un projet modifié, ou bien appel au Parlement, surtout pas de référendum, on ne sait jamais, on risque de les perdre. On en a un peu parlé, mais goût de l'Europe pour les Français, volonté de l'Europe pour les Français, envie de l'Europe pour les Français, pas du tout. La défense, à part le quiz un peu grotesque du combien de sous-marins nucléaires, on n'en a pas beaucoup parlé. Le jeu de la mode, là, combien... Voilà. Et puis, des sujets qui étaient pourtant considérés comme clés, économiques et sociaux, dont on n'a pas assez parlé, les retraites. Il y a un grand rendez-vous en 2008 sur la loi Fillon, qu'est-ce qu'on fait, comment on paye? On ne sait pas. On a juste un peu parlé des régimes spéciaux. Donc on a parlé de tout, mais sans aller jusqu'au fond. Voilà, c'est on ça a zappé, on a butiné, on a picoré. Mais on n'a pas... Jean-Marc Lèche, ensuite vous. Ça tient à l'histoire dite de la triangulation, c'est-à-dire le fait que chacun des 2 principaux candidats, Sarkozy d'un côté, Ségolène Royal de l'autre, allait chercher des idées dans le camp de l'adversaire pour les ramener dans son camp. Donc donnez-nous un exemple, Jean. Prenez ce que dit Ségolène Royal des 35 heures, par exemple. Elle dit des choses de droite qu'elle ramène dans son camp, ce qu'elle dit des centres fermés pour délinquants, les primo-délinquants. Et de l'autre côté, Sarkozy, lui, avec Jaurès, avec Blum, avec le travail, avec la valeur travail, tout ça, il allait marauder à gauche. Parce que les 2 principaux candidats se sont affranchis de leur parti politique. Ils ont été investis par leur parti, dans des conditions extrêmement confortables, mais ils se sont après totalement affranchis. Dès qu'ils ont été investis, ils s'en sont affranchis. Oui, parce que très très vite, la campagne, pour quelle raison est-ce qu'on reste pas sur les sujets? Il n'y a pas de concept dans une campagne comme ça, c'est une succession de référendums. Et le 2e tour sera un référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy, dans lequel la question de l'Europe sera mentionnée. Parce que il est au 2e tour, d'ailleurs. Tous les sondeurs font du 2e tour, alors avant le premier, toujours. Toujours. En général, ça marche. Mais non, ah oui, ça a marché en 2002. Formidable, on nous a dit en 2002, Chirac ou Jospin. En général, ça marche. On va y venir. Patrick Lorrac, vous vouliez prendre la parole là-dessus? Moi, je trouve que quand on lit les programmes, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, le problème n'est pas tellement un problème d'enjeux non abordés par les candidats que de couverture médiatique de ces enjeux. Et à partir du moment où on a une couverture, on ne reproduit pas, quoi. C'est assez peu reproduit. On continue à privilégier les petites phrases, les petits coups tactiques et évidemment la présentation en termes de courses de chevaux via les sondages d'opinion. Les 300 sondages d'opinion qui ont été publiés alimentent et suralimentent cette campagne électorale. Donc on privilégie les jeux et les enjeux, d'un certain point de vue, sont très peu traités. Mais est-ce la faute des candidats ou est-ce qu'on n'a pas une couverture médiatique qui, via les sondages d'opinion, privilégie systématiquement... Mais c'est la faute à tous. C'est la faute du public qui en demande. C'est la faute du public
public qui veut de la course de chevaux. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un jeu. Ça, c'est c'est pas vraiment prouvé un que jeu le à tout le public monde. Il y a quand demande. même un des sujets, quand même, moi, qui me frappe. Au début de la campagne, Emmanuel Todd et Hakim El Karoui ont essayé de lancer un sujet fondamental. Parce que si on nous dit que l'obsession des Français, c'est le chômage, c'est quel est le modèle, disons, social, cette question du protectionnisme est une question fondamentale, de l'ouverture des frontières, etc. Ça a été, mais balayé. Ouais. Je veux dire, vraiment, et moi je ne comprends pas que cette question de la mondialisation, qui est quand même le cœur de ce que nous voulons faire de ce pays, qu'est-ce qu'on fait dans cette mondialisation-là? Comment on la régule? Est-ce qu'on la régule? Et où là, probablement, on pourrait détecter des projets concurrents. Que dalle. Alors, quand même, et juste pour aller un peu dans le sens de ce que vous dites sur les médias, mais je crois que vraiment les responsabilités sont partagées. Il y a un candidat, le conseiller d'un candidat qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps, qu'un journaliste l'a appelé en lui disant « Écoutez, je vais vous dire, là, le discours vraiment hier, c'était formidable, vraiment plein d'éléments. Ça ne se voit pas dans mes papiers, je le sais très bien, je ne peux pas raconter ça dans mes papiers. » Voilà. Parce que Parce qu'on ne vend pas du papier en faisant de l'exégèse de discours, voilà. Mais alors, par exemple, vous, sur le net, etc., l'internaute, là, décrivez-nous les thèmes qui, sur la toile, ont créé un maximum de débats. Ça se recoupe ou pas ? En fait, ils parlent un peu entre eux, les internautes, par défaut de réponse. Par Je défaut de pense que l'environnement est un thème énorme sur Internet et qui est très profond. Ouais. Et le petit phénomène, Nicolas Hulot a su très bien se pluguer sur ce phénomène. Et on a vu tout d'un coup un agenda politique se modifier à cette occasion-là. C'est aussi, je pense, source de ça. Les retraites, par exemple, c'est absolument impressionnant, le nombre de volumes de sujets. Et on est vraiment dans des discussions où les gens, le cœur de leur discussion, c'est pas les petites retraites ou les régimes spéciaux, c'est comment on finance l'avenir du système, sujet sur lequel aucun des candidats n'a répondu objectivement. Ils sont tous allés dire, on va donner un peu, ils sont allés à dire qu'ils vont augmenter de 5% tel élément qui est vraiment un élément certes important parce que les petites retraites et ça, mais qui la question majeure, il n'y a aucune réponse de la part des candidats. Et tout ça, c'est l'absence de confrontation entre des désirs du peuple, des questions profondes et des politiques qui finalement sont dans une logique où ils veulent décréter leur agenda personnel. Mais vos internautes attendent-ils des réponses ou ça se passe entre nous Oui, ça, je peux vous dire qu'il y a une logique d'attente de réponse. Il y a une insatisfaction. Rien ne vient. Yola, comment vous ressentez rien ça? ne vient, il ne faut pas exagérer. J'ai l'impression que les gens posent des questions concrètes et qu'ils ne trouvent pas les réponses concrètes. Pourquoi ils ne trouvent pas les réponses concrètes? Pour plusieurs raisons. La première, effectivement, que les journalistes ne posent pas de questions concrètes. Qu'est-ce qui les intéresse? Vous trouvez les journalistes français plutôt trop respectueux, quoi. Je les trouve plutôt intéressés par le parquet, les petites stratégies, les embrassades des uns des autres, des petites révérences. Oui, les choses, la politique, mais au sens révérentiel, au sens aristocratique du terme. Ils ne sont absolument pas intéressés par les dossiers. Il y a une grande séparation en France entre les journalistes politiques et les journalistes qui suivent réellement les dossiers, qui suivent par exemple Nicolas Sarkozy comme le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas? Donc il y a ces différences-là. Après, il y a toute une problématique de l'interview politique, puisqu'on a quand même vu venir les candidats les uns après les autres, à leur demander sur le plateau comment ça allait. Enfin, ça, c'est une question d'habitude, on se pose entre nous au moment du maquillage. Mais on ne la pose pas forcément sur le plateau. Au moment où Canard enchaîné sortent les dossiers, notamment les dossiers sur Nicolas Sarkozy, sur l'appartement de Neuilly, Nicolas Sarkozy a fait plusieurs plateaux après. Personne ne lui a posé cette question. Et pourtant, dans n'importe quel autre pays, notamment en pays anglo-saxon, les questions de la morale politique seraient des questions très importantes. Et vous remarquerez peut-être qu'il n'a toujours pas donné l'explication sur la totalité de financement de cet appartement. Il a juste parlé de l'escalier en colimaçon. Bon, toutes ces questions-là, finalement, ils n'ont pas été abordées. Ils étaient totalement zappés. Mais, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Yulia, quand même, sur cette affaire de concret. Parce que justement, moi, je ne crois pas à cette histoire, si vous voulez. On est un peu dans le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire, moi, je crois que le problème, en fait, c'est qu'on nous a expliqué, et c'est la thématique générale, c'est pas seulement celle de Ségolène Royal, c'est une thématique générale, c'est nous sommes tous présidents. C'est ils sont comme nous, vous devez être comme nous. Moi, je crois, personne n'aurait demandé à De Gaulle d'être comme nous, si vous voulez. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est aujourd'hui, on n'est plus dans la représentation, on est dans, je veux dire, ce qu'on a appelé par exemple les jurys citoyens, quelqu'un en a reparlé? Non mais on est dans un truc, si vous voulez, où on demande à nos politiques d'avoir les mêmes problèmes que nous, d'être... Et moi je ne crois pas que c'est ça la politique. La politique c'est aussi de montrer un chemin. Je veux dire, alors moi j'en ai marre qu'on demande aux candidats d'être comme nous. Moi je ne leur demande pas de dire qu'est-ce qui va se passer pour moi, je leur demande de dire quelle est leur conception de la France et qu'est-ce qui va se passer pour la France. Ça ne peut pas, parce que la politique est une entreprise qui vit une crise de résultats. Donc la démocratie représentative est caduque, elle est remplacée par la démocratie participative
participative et par la démocratie d'opinion. Une entreprise qui n'a pas de résultat, il n'y a plus de Rien de terme d'entreprise et de résultat est terrible. Mais il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de compétences reconnues. Donc il y a de l'identité. Jean-Marc Lach, c'est la faute à qui? Si c'est rien de nouveau sous le soleil, donc on s'intéresse plus visiblement aux personnes qu'aux dossiers, comme disait Lyonard. C'est ça. Mais c'est pas nouveau. Mais c'est pas nouveau, je suis d'accord. J'ai une question à vous poser, Monsieur le Président. C'est Giscard d'Estaing qui l'a inventé en 1977. J'ai une question à vous poser, exactement. Il y avait un dossier de l'écran spécial avec Armand Jameau, 77, sur une chaîne de télévision. Giscard était à l'Élysée, il fait le tour des tables, il y a des vrais Français. Et au bout de la deuxième table, il y a une dame qui enlève son dentier, il lui dit comment ça se fait que c'est pas remboursé. Donc ça, c'était en 77. C'est toujours la même d'ailleurs qu'on voit dans les émissions maintenant. Je suis toujours pas remboursé. La seule chose qui est manquée pour donner du contenu à cette campagne électorale, c'est de la publicité. Il faut rétablir la publicité politique. Parce que vous êtes sérieux? C'est la publicité politique. Oui. Évidemment. Pourquoi la rétablir? Parce qu'ils l'ont supprimé, la loi Sapin la supprime. C'est le seul pays au monde dans lequel il n'y a pas de publicité juste avant qu'on aille voter. C'est mal un pays au monde où on ne fait pas tout pareil qu'ailleurs. La vie d'un expert, Jacques Escordier. Non, d'abord, il n'y a pas de De Gaulle parmi les candidats. C'est vrai. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Et peut-être que l'élection au suffrage universel s'est adaptée à des personnages d'une hauteur qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui. C'est une chose. Les candidats sont-ils à la hauteur? C'est ça la question. À la hauteur des institutions. Oui. De nos institutions actuelles. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart veulent en changer sans toutefois rien changer au rôle du président, puisque l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles va le devenir très vite. Je voulais revenir à quelque chose, à une dimension qui s'appelle la proximité. Depuis 10 ans, on considère que la presse écrite est un peu en crise, et on a considéré quoi? Que le moyen de sortir de la crise, c'était de faire de la proximité, de s'intéresser aux vrais gens, à la vraie France, etc., etc. Moi, je connais bien ça, j'ai fait 10 ans aux Parisiens. Et aujourd'hui, ça a gagné tout le monde. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter. Je pense que ça a pris des proportions un peu trop importantes. Mais maintenant, on fait de la proximité. À la télé, on fait de la proximité. Aux 13h de TF1, on fait de la proximité. On connaît tous des vrais Français, émissions d'ailleurs. politiques, on fait de la proximité, effectivement. Ouais. Madame, combien va coûter votre dentier, tout ça. Ça, c'est vrai. Ce que je voulais dire, Jacques Espérandieu, bien sûr que nous n'avons pas de De Gaulle. C'est que, ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, dans cette affaire de proximité, il n'y a plus d'idée de l'intérêt général. Voilà. Ni chez les Français, ni chez les candidats, ni chez les journalistes. On n'a pas vu quelque chose qui aurait été, si vous voulez, non pas de la traque de vote catégoriel, que d'ailleurs, en plus, une autre chose, peut-être vous l'avez tous remarqué, je veux dire, les incohérences des candidats d'un jour sur l'autre, qui les a relevés? Un jour je dis blanc, un jour je dis noir. Celles de Ségolène Royal ont été très fortement relevées. Celle de Nicolas Sarkozy un petit peu. Non, ce que je veux dire, le truc de la contradiction. Alors, quand les journalistes politiques ont le monopole des questions, ça donne quoi? Ça donne des questions sur que ferez-vous au second tour, est-ce que vous allez dissoudre l'Assemblée, avec qui allez-vous vous allier, etc., etc. Est-ce qu'il est vraiment tout à fait dommageable que tout à coup des Français parlent de problèmes comme le handicap, comme le problème des retraites, etc. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais on a une sorte d'opprobre qui se jette par rapport... C'est moi, c'est ça l'affaire. C'est pas moi, c'est quand même des problèmes pratiques, concrets qui se posent et qui ont d'un certain point de vue plus de réalité sociale que de savoir si X fera alliance avec Y dans 3 mois ou dans 6 mois. C'est pas faux, c'est une question de Donc dosage. vous êtes plutôt pour, vous, ce genre de... ça pourrait probablement être amélioré, mais enfin, je trouve un peu suspecte l'opprobre qui est porté sur ce genre d'émission. Il y a un réflexe corporatiste des journalistes, là. Il y a une dépossession du monopole de représentation du lectorat ou de l'électorat par les journalistes. C'est ça qui vous embête. Il y a une idée que le journaliste n'apporte rien. Eh bien, écoutez, très bien, alors supprimons les journalistes. Ça, c'est excessif de dire qu'ils n'apportent rien. Mais là, en plus, on ne parle que de télévision. La presse écrite n'a pas du tout le travail. Malheureusement, la télévision... les politiques, à leur parler des problèmes d'appartement, notamment dans le journal du dimanche, etc., etc. Donc là, on parle de journalistes de télévision uniquement. Qui est l'information de 80% des Français. Sur la toile, c'est pas le contraire. Évidemment, les internautes, ils parlent des petites phrases et des petits bruits et de l'actualité, des vagues comme les médias. Ils lisent, ils regardent la télé, ils lisent les journaux. Ils parlent de leur appareil dentaire aussi. Oui, mais pas vraiment de leur appareil dentaire. Je trouve qu'ils ont une exigence. Mais moi-même j'ai des problèmes. Mais j'essaie de comprendre. Mais les internautes, ils font aussi des analyses et de la construction et ils regardent les choses sur le temps long. L'Internet, c'est un espace d'histoire. De mémoire. Et donc, on va construire, on va suivre le programme et on va dire, ah tiens, Sarkozy avait dit ça tel jour, je fais un lien vers tel article. Et donc, il y a des contradictions. Et donc, il joue un peu de plus en plus, de manière très éparse, ce rôle d'analyse et de suivi qui n'est plus tellement fait dans la logique médiatique. Qu'on ne répond pas, par exemple. Et ils constatent qu'on ne répond pas. Ils font lever des contradictions. Un phénomène intéressant de cette campagne, c'était le chiffrage des programmes électoraux. Souvenez-vous, c'était il y a 2 mois. C'est un truc qui est né sur Internet. Moi, j'y ai participé, donc j'en parle avec ce disclosure. On a fait monter ce truc-là pendant des semaines et des mois, depuis septembre jusqu'à février. Et tout d'un coup, du jour au lendemain,
les médias s'en sont emparés et on a forcé les candidats à expliciter des contradictions avec cette histoire de chiffrage. Ah oui. Ça n'a duré qu'un temps, etc. C'est un des rares moments où tout d'un coup les candidats se sont retrouvés avec un contre-pouvoir qui faisait une analyse complexe et où ils ont dû expliquer, détailler, revenir, re-hiérarchiser. Sarkozy a dit que dans ces mesures, on avait certaines qui étaient prioritaires, d'autres où il les ferait s'il aurait le temps, etc. Donc, ou l'argent pour. Donc tout d'un coup, on a eu un phénomène de confrontation, Ça joue le rôle de qui n'est plus contre-pouvoir tellement classique, fait. quoi. Voilà, qui n'est plus tellement fait, puisqu'on est dans Qui est plus tellement fait l'interview par eux, qui n'est pas prolongée. par la presse, par la télé, Par la presse, par la télé, où on est dans une logique, on fait une interview, on pose une question, on passe à la question suivante, etc. D'accord. etc. Alors je voudrais vous Et on demander, a Jean-Marc plus le Lèche, vous dites les électeurs changent de vote au fil des ans. C'est un constat. Bon. Ils adoptent un vote que l'on pourrait qualifier, dites-vous, je vous cite, de tactique. Alors, c'est quoi? Parce que les programmes se ressemblent, parce que l'électeur c'est devenu un consommateur qui changerait de vote au gré des humeurs, ou alors parce qu'on est un vieux peuple, au fond, comme dirait De Gaulle, passionné de politique et qu'on ne peut pas mettre tous deux œufs dans le même panier, on dit un peu de ceci, un peu de cela. Comment vous sentez ça? Évidemment que l'électeur est un consommateur. Il est, comme les consommateurs, il est infidèle à ses habitudes de vote. Infidèle. Et sans culpabilité. L'infidélité sans culpabilité, ça procure un vrai goût de la récidive. C'est-à-dire, expliquez-moi. Vous recommencez. Vous êtes infidèle sans être coupable, donc vous avez tendance à recommencer. Et donc, depuis 81, je me fais pas gauler, chaque élection, on change de majorité. Ouais. Donc, on vote contre quelque chose. Et puis, on assiste à l'échec des politiques promises. Donc, la politique étant en crise de résultats, n'obtient pas de résultats. On le voit avec le chômage, on le voit avec beaucoup d'autres choses. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est exactement ça. À ce moment-là, les électeurs se demandent comment vont voter les autres pour établir leur propre vote à eux. C'est ça. C'est ça, les indécis. On est tous politologues, en fait. Oui, les indécis, ce n'est pas des gens du Marais. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas d'idées, ce n'est pas des électeurs girouettes. C'est des électeurs qui réfléchissent et qui vont se déterminer en fonction. Prenons l'exemple clair aujourd'hui qui est je vote Bayrou ou je vote Royal. Ouais. Si je suis à gauche et que je vote Bayrou, je suis sûr que Sarkozy est battu. Et c'est une motivation importante pour moi que Sarkozy soit battu. Mais si je vote Bayrou plutôt que Royal, la gauche ne sera pas au deuxième tour pour la deuxième fois depuis le 21 avril 2001. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai un arbitrage difficile à faire que je vais faire le vendredi ou le samedi qui précède le premier tour. Ou l'heure juste avant d'aller voter ou quoi? Oui, en fonction de ce que je sais des autres. Ouais. Là-dessus, un sociologue américain qui s'appelle David Riesman, je ne sais pas si vous avez a bien raconté ça dès 1950. Donc, de toute façon, plus d'idéologie dans ce coup-là. Non, d'autant que la triangulation, c'est-à-dire le fait d'amener des idées de l'adversaire dans votre camp, c'est la fin des idéologies. Yola, vous ressentez ça, vous aussi, quand vous regardez les Français que vous commencez à bien connaître quand même. Bien sentir. Non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Français ne votent plus à droite ou à gauche parce qu'ils sont dans tel ou tel parti ou parce qu'ils sont fidèles à telle ou telle idéologie. C'est fini, ça. Ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Il n'est pas d'accord. Pour moi, c'est terminé. Pour moi, aujourd'hui, les Français votent en fonction de leur aspiration, en fonction à ce qu'ils veulent obtenir. Pour eux. Pour eux. En fonction de celui qui va répondre et en fonction aussi des tactiques électorales, celui qui sera ou sera pas au deuxième tour. Mais moi, je voulais dire aussi autre chose par rapport à ce vote des indécis. On parle beaucoup de ça. Et moi, j'ai l'impression qu'on culpabilise ces gens de ne pas avoir pris leur décision. Pourtant, il y a une richesse incroyable. Il y a 12 personnes qui prétendent à passer au premier tour. Oui. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? On est à une semaine de l'élection présidentielle. Donc, ça ressemble tout ça un peu à la discussion du vote utile. Oui. Attention, vous allez laisser gagner ou percer telle personne. Oui. Faites gaffe. Et ça, c'est. Et Jacques Pierre-Dieu n'est pas d'accord avec vous. Oui, vous voulez expliquer pourquoi? Ensuite, je vous passe la parole. Sur le dernier élément, déjà, on ne peut pas dire à la fois que la campagne est beaucoup trop longue et puis dire après qu'on n'a pas eu assez de temps pour choisir entre 12 candidats quand même. Ça, c'est un peu contradictoire. Pour en revenir aux batailles idéologiques. C'est sûr que les batailles idéologiques, dogmatiques du passé, le déterminisme absolu, je suis à gauche, je vote à droite. Et puis je vote à gauche parce que ma famille, mes grands-parents votaient à gauche, et mes arrière-grands-parents, etc. C'est largement... Ça, c'est fini. Non, c'est pas fini, c'est largement entamé, mais le droite-gauche, ça existe. 2 exemples précis sur cette campagne. Nicolas Sarkozy, à un moment, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il droitise fortement sa campagne. Il a annoncé ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale. C'était pas tout à fait un hasard. Il a fortement rebondi sur les échauffourées de la gare du Nord. Félicitations, appui à la police, fermeté, sécurité. C'est pas un hasard. Il droitisait sa campagne. Ça lui a réussi. De l'autre côté, Ségolène Royal, à un moment où ça patinait fort, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas allée en meeting à La Rochelle comme c'était prévu. Elle est partie chez PSA à Aulnay de façon totalement impromptue pour voir des ouvriers en grève pour leur salaire. Ensuite, elle s'en est pris aux banques et à leur voracité, elle a quasiment ressuscité le mur de l'argent. Et tout ça, c'est pas un hasard. Donc la campagne, c'est pas droitisée,
Sarkozy s'est droitisé. Et Ségolène est parti à gauche. Il est parti à gauche, c'est ça. Chez les ouvriers, Attendez, contre les banquiers et tout ça. Et un souvenir, puisque vous avez fait allusion à mes 5 présidentielles, en parlant Ça va, je les aligne aussi. Allez. élégamment de mon vieil âge. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui ressemble le plus en 81 cette fois-ci? En 81, il y avait un candidat qui s'appelait Mitterrand, qui s'était allié, une alliance plus ou moins contre nature, avec Georges Marchais. Pourquoi faire? Pour l'étouffer, pour le faire disparaître. Ouais. Mais il savait que sans lui, il ne gagnerait pas l'élection. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un candidat qui s'appelle Nicolas Sarkozy à droite, qui ne s'est pas allié avec Jean-Marie Le Pen, mais dont l'entourage fait des appels du pied sérieux. Pourquoi faire? Pour l'attirer et pour l'étouffer, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il gagnera cette élection, les élections législatives à venir. Donc ça ressemble beaucoup, et les combats idéologiques, ça existe encore. Vous voulez dire que la tactique de Mitterrand ressemble beaucoup à celle de Sarkozy, enfin plutôt Totalement, le contraire. mais parce qu'ils y sont contraints tous les deux, parce qu'il y a de la gauche et une droite. Une gauche et une droite, ça existe encore dans ce pays. Non, mais C'est le attendez, reste, alors vous la vouliez gauche, parler, pardon. Mais... Moi, je voudrais revenir sur la notion d'électeur, calculateur, stratège, rationnel, consommateur, que vous venez de soulever. Ça m'embête quelque part, parce que on fait comme si on avait des électeurs qui étaient comme les joueurs d'échecs, qui jouaient au 3e, 4e, 5e coup, qui anticipaient sur les anticipations des autres. Ce qui est un peu troublant là-dessus, c'est que, si vous voulez faire un calcul rationnel, il faut avoir un minimum d'informations disponibles. Or, de quelles informations disposent ces électeurs, sinon des sondages? Les sondages. Et là- sondages, oui. Donc je comprends bien que ça C'est vous quand même arrange de mieux dire qu'il y qu'il y a ait un 5 électeur autres choses. calculateur. Qu'est-ce qu'on va faire autrement? On va compter la Oui. quantité de Mickey qui vont dans les meetings? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais attendez, s'il y avait eu des débats entre... Bravo pour les S'il y avait eu des débats entre candidats, franchement... On va reprendre Bayrou Royal, donc les votes prétendument utiles, tactiques, stratégiques entre Bayrou et Royal, ils sont fondés sur des intentions de vote. On est aujourd'hui dimanche, il y a un sondage qui vient de paraître dans le journal du dimanche de l'IFOP, un sondage parisien libéré CSA. Dans un cas, on a 2 points Contradictoire, ils sont pas d'écart pareils, entre Bayrou et Royal, dans l'autre cas, on a 6 points. Dans un des cas, Bayrou gagne 1 point, dans l'autre, il en perd 2. Comment voulez-vous qu'on puisse asseoir une décision un tant soit peu stratégique et rationnelle sur un terrain aussi friable? Et est-ce qu'il serait quand même pas, d'un certain point de vue, plus honnête, de dire, voilà, on a toute une série d'éléments qui rendent nos prédictions, parce que qu'on le veuille ou non, ce sont des prédictions, de plus en plus friables, de plus en plus fragiles. Aléatoire? Aléatoire, on fait appel au langage des probabilités. Moi, je veux bien aléatoire, en disant qu'il y a 3 choses qui posent problème. Les échantillons sont de moins en moins représentatifs. Deuxième problème, l'indécision dont on a cessé de parler. Et troisième problème, les fameuses techniques de redressement. Ah oui, alors là, les techniques de redressement... Ah bah c'est le ça, doigt je- mouillé, la technique Moi, de je connaissais des redressement. maisons de redressement à l'époque. Si, c'est le doigt mouillé, on nous dit que c'est objet de... Écoutez, Alors, il paraît... Jean-Marc Lèche. Un CDD, si vous voulez. Non, mais Jean-Marc Lèche. Jean-Marc, Écoutez, c'est vrai offrez-moi que un Le Pen- CDI, au moins. Attendez, C'est un contrat Au lieu de d'un chance. CDD. Est-ce que c'est vrai que Le Pen est crédité de 6 quand on... Enfin, on Oui, c'est trouve vrai. 6, et en brut, quoi, et hop, on double pour dire... C'est pas Mais possible, il pour n'y a quelle pas que raison 6. Attendez. Mais c'est vrai, ça? La qualité d'un échantillon, elle dépend de la mémoire politique des personnes. Comment on a voté avant? Comment vous avez voté avant? Ouais. Il y a des gens qui ne se souviennent pas vraiment de ce qu'ils ont fait. Non, Il y a des sérieux, gens qui ça veulent le cacher. Et surtout, Ça, oui. la caractéristique de cette campagne 2007, c'est que les gens nous refont le vote qu'ils auraient dû faire le 21 avril 2002 et pas celui qu'ils ont fait. Ah! Donc effectivement, vous avez... Donc vous reconnaissez que Donc, les je méthodes sais de pas- redressement sont fondées sur quelque chose qui est sur extraordinairement la alors, mémoire électorale. qui est extrêmement Évidemment. défaillante. Mais il y a d'autres critères qui servent aussi aux Contradictoire, pondérations, comme- c'est à la fois amnésique et fauderge, quoi. Et puis, il y a des gens qui préfèrent oublier. Attendez, Ça peut aller ensemble, hein. vous avez vu déjà des images de la fin de la dernière guerre, où vous avez des foules qui applaudissent à Paris le maréchal Pétain, Et après puis De Gaulle, Charles de d'accord. Gaulle, et c'est les mêmes, prenez une loupe. Oui, non, c'est vrai. Bon, donc il y a bien des gens qui préfèrent oublier ce qu'ils ont fait. Ouais. Il y a des gens qui oublient sincèrement, Ouais. et il y a des gens qui trafiquent. Effectivement, le vote Le Pen, même si Le Pen est dédiabolisé, Ouais. n'apparaît pas comme étant un vote comme un autre, et donc les gens ne le disent pas facilement. Mais alors, comment on redresse au pif, quoi? Allez, sans-moi. Mais non, pas au pif. Il y a des programmes d'ordinateur, il y a des systèmes qui c'est permettent de faire ça, Des évidemment. programmes Qu'on peut savoir d'ordinateur, non, pourquoi quand même. Est-ce qu'on peut C'est pas savoir fait avec un Mais est-ce qu'on crayon. peut les connaître? C'est secret, c'est caché, quoi? Chaque société d'études les donne à la commission des sondages, c'est à elle de faire son boulot. Mais nous, on ne peut pas savoir. Si, vous vous adressez à la commission, c'est sur Mais Internet. la commission, la commission. Je me vais m'adresser à l'eau, à la commission, oui, je voudrais savoir. On n'a même pas les résultats bruts de la commission. Mais que la commission des Autrement dit, sondages. La commission des sondages a intériorisé le discours des sondeurs. De toute façon, il faut la supprimer aussi. Au celle-là. terme, vous voulez tout supprimer, c'est très bien. Au terme de laquelle, les techniques de redressement, c'est un secret professionnel et on n'a pas à les communiquer. Citez-moi une discipline scientifique où un chercheur viendrait en disant voilà mes résultats, mais je vous préviens, je ne publie pas les manières
et je ne rends pas public les Comment j'y suis manières arrivé grâce auxquelles j'y suis arrivé. Non, mais attendez, il y a quand même. C'est quand même... La commission des sondages, je ne sais plus alors les avec sondages, alors quoi, qu'est-ce avec qu'on quel fait institut a émis une espèce de critique. Elle s'est fait renvoyer dans ses buts par l'institut en question. Je crois que c'était CSA, je ne sais plus. Qui l'a renvoyé dans ses buts en disant on se fout éperdument de ce que dit la commission des sondages. Donc arrêtez. C'est vraiment, on nous explique quoi? Que les sondeurs qui connaissent bien la politique, une expérience, etc., je veux dire, sont capables de nous faire des redressements. Moi, je dis que c'est quand même un peu du doigt mouillé. Mais par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le sondage est devenu un élément du choix. C'est pour ça que c'est inquiétant. Si vous voulez, le sondage est devenu aujourd'hui un élément du choix des électeurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans des choix d'adhésion. Et quand même, pour répondre à Jacques Espérandieu sur l'idéologie, on est encore une fois dans des ambiances de droite et des ambiances de gauche. Maintenant, sur l'Europe, vous avez une ligne de droite, une ligne de gauche. Sur la mondialisation, vous avez une ligne de droite, une ligne de gauche. Sur l'école, vous avez une ligne de droite, une ligne de gauche. Non. Tout à fait. Il dit que oui. Il dit que oui. Dans ces cas-là, oui. Moi, je voudrais partir à l'aide des sondeurs. Allez-y, oui, j'exerce parce que pas cette noble profession. Mais vous êtes un grand pourvoyeur. On parle de la friabilité, tout ça. Qu'est-ce qui se passe depuis la mi-janvier dans ce pays? Tous les sondages de tous les instituts ont dit Nicolas Sarkozy est en tête au premier tour. Depuis le début. Tous les sondages de tous les instituts, les instituts ont dit Ségolène Royal est deuxième au premier tour. Tous les sondages de tous les instituts ont dit François Bayrou est troisième, très proche, une fois à égalité, mais n'a jamais dépassé Ségolène Royal. 2002, et tous les sondages ont dit Jean-Marie Le Pen est le quatrième. Donc on ne peut pas parler de friabilité absolue. Alors, soit ils se plantent totalement, on va s'en apercevoir dimanche prochain, et ils changent tous de métier. Soit ils se plantent Ils ne sont pas changés. Ils changent jamais. Mais c'est normal de se tromper. Où est le problème? À partir du moment où vous avez une influence sur l'électorat, que l'électeur est tactique, c'est impossible de trouver le résultat, sauf si on pouvait travailler dans la journée du dimanche, qui serait vraiment bien. Et là, à ce moment-là, on aurait quelque chose. Évidemment. Mais vous travaillez sur il faut le demander au CSA, mais comme vous voulez supprimer aussi le CSA, d'après ce que je comprends. Alors là, que faire? Supprimer le sondage, supprimer le CSA. Et la présidence de la République. Il faut supprimer le vote. Il faut garder les sondages, garder le vote, faire des campagnes politiques, que les Français soient enfin du marketing politique, parce qu'ils n'ont que des bribes de marketing politique. Donc il est nécessaire, effectivement, d'amener des réformes. Attendez, moi, il y a une question qui... Vous êtes payé quand vous faites un sondage, Jean-Marc Lèche, vous n'êtes pas purement un philanthrope. Non, il suffit de regarder. Notre société est cotée en bourse, le titre va très bien. Donc, alors, est-ce que qui paye commande? C'est-à-dire que quand je commande un sondage, est-ce qu'en gros, on essaie de me tapoter la joue, de me faire plaisir dans la réponse? Non, en France, les sondeurs ont installé l'idée que le sondage était un élément de publicité pour le journal qu'il achète, pour le média qu'il achète, et pas pour le sondeur qui le vend. Donc c'est une marchandise. Tandis qu'aux États-Unis, si vous travaillez pour CNN, qui est un média puissant, vous ne travaillez qu'après coûtant. Sinon, vous ne travaillez pas. Les Américains considèrent que le sondage est de la pub je me fais faire un pour la sondage. société. Oui. Hein, je suis un candidat X. Je me fais faire un sondage. En général, on se débrouille pour pas que je sois trop mécontent, si. C'est pas votre intérêt d'acheteur et c'est pas notre intérêt de vendeur. J'ai eu des clients qui étaient comme ça. Marcel Dassault, par exemple. Oui. Marcel Dassault était député de l'Oise. Oui. Bon, il voulait déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale sur le salaire maternel. Oui. Il me fait venir à Jour de France et il me dit voilà la question que je veux poser pour soutenir mon projet. Est-ce qu'il est bon ou pas pour un petit enfant que sa mère s'occupe de lui? Mais ça n'a rien à voir avec le salaire maternel. Alors, c'est une question tellement... C'est une question stupide. Non, c'est très mal. Je l'ai convaincu de ne pas la poser, évidemment. Non, mais comment on fait ça? Donc, qui paye ne commande pas forcément. Qu'est-ce que c'est que faire un sondage? C'est poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et ça, c'est un métier. C'est pas le métier du journal. J'ai cru comprendre d'ailleurs que les sondages politiques, et notamment les sondages intention de vote, ne rapportaient pas beaucoup d'argent aux instituts, qui gagnent l'argent beaucoup dans d'autres domaines plutôt que dans les sondages directement. Ça dépend avec qui vous travaillez, mais si vous travaillez avec Ipsos, ça vous coûtera plus cher, c'est certain. Non, mais quand même, attendez, les questions, elles sont pas seulement, je suis désolé, les journaux et les médias qui commandent des sondages travaillent sur les questions. Vous n'allez pas faire croire aux gens, si vous voulez, que le sondeur arrive, je veux dire, chez ses clients. Mais c'est pas vrai. Pas sur une intention de vote. C'est pas vrai. La formulation des questions, elle est travaillée avec les médias. Écoutez, arrêtons là quand même. Pas sur une intention de vote. Non. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça. Mais sur une intention de vote, c'est très simple. C'est pour qui avez-vous l'intention de voter? Arrêtons. Sur la thématique. Alors, comment interprétez-vous cette espèce, comment on va dire ça, indulgence mutuelle? Non, pas indulgence mutuelle. Quand Le Pen dit, au fond, moi, ça n'allait pas du tout avec Chirac, mais avec Sarkozy, moins pire, tout ça, etc. Vous ressentez, vous, ça sur le net, cette espèce de discours comme ça? Au fond, c'est pas la haine entre Sarko et moi, tout ça. C'est purement tactique, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Non, sur Internet, toutes les communautés d'extrême droite sont extrêmement ostracisées et vraiment à part.
dès qu'elles sortent de chez elles et qu'elles vont sur des blogs qui ne sont pas d'extrême droite, elles se font taper sur la figure. Et il y a vraiment un rideau très étanche entre la droite et l'extrême droite. Beaucoup plus. Alors, dépassons Internet. Comment vous sentez ça? Visiblement, de la part de Nicolas Sarkozy, je disais tout à l'heure, c'est la volonté d'étouffer Le Pen, parce qu'il a vraiment besoin des voix du Front National pour gagner cette élection et celle d'après. Côté Le Pen, c'est sa dernière candidature, et peut-être prépare-t-il le terrain pour la suite. Sa fille, dont on peut penser, je ne sais pas, que dans 2-3 ans, elle sera à la tête d'un parti de droite beaucoup plus présentable et susceptible d'avoir des ministres dans un gouvernement de droite, style à l'italienne, style ce qu'a fait Fini en Italie. Ça, vous voyez ça à peu près se profiler raisonnablement? Je n'exclus pas du tout ça, même je le vois se profiler raisonnablement. Oui. C'est ça. Vous aussi, Pour moi, vous avez cet exemple en Russie? Oui, on a Monsieur Jirinovski, nous aussi. C'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes pourcentages et c'est pas tout à fait les mêmes résultats à l'Assemblée. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que Jean-Marie Le Pen, il continue justement sa politique de dédiabolisation du parti. C'est-à-dire qu'en disant, voilà, il dérape évidemment, mais le fait que je pourrais parler avec Nicolas Sarkozy, etc., ça rend le Front National un espèce de parti comme les autres, tout à fait respectable. Mais est-ce que c'est pas l'avantage, Ségolène, ça, de faire ça? Ça donne pas des voix automatiquement à Ségolène? S'il accompagne jusqu'au bout, c'est-à-dire si Le Pen donne le soir du premier tour le baiser de la mort à Sarkozy. C'est-à-dire, c'est quoi? Voyons-nous dans la semaine, il y a des choses à discuter ensemble. S'il appelle à voter pour Sarkozy, tout S'il appelle à voter pour Sarkozy, ça, c'est le baiser de la mort. Effectivement, c'est une tactique que les communistes ont utilisée. Pour expliquer 80, on a tendance à raconter que Chirac avait trahi Giscard. Mais attendez, les communistes, ils n'avaient pas du tout envie que Mitterrand soit élu non plus, quand même. Donc, ils ont fait des votes révolutionnaires, comme on disait à l'époque. Donc ça, Le Pen peut être tenté par faire ça. Et Sarkozy a besoin des voix de Le Pen, puisque pour réussir un bon premier tour, mettons 27, 28, 29%, Sarkozy doit récupérer de l'ordre de un petit tiers des électeurs qui ont voté Le Pen le 21 avril 2002. Et de Bayrou, dès le premier tour. De Bayrou, il en récupère que 45 au deuxième tour, Sarkozy. Ben oui. C'est bien pour ça que quand on dit que la gauche a disparu, la gauche n'a pas disparu, on la retrouve au deuxième tour, puisque à ce moment-là, Ségolène Royal est à 47 ou 48%. Mais la gauche, elle fait quoi en tout? Elle fait 37 dans le 37. sondage. Elle fait 37, mais Bayrou, la moitié de Bayrou, c'est des gens qui viennent de gauche. Mais alors, pour vous, alors je ne sais pas, j'ose plus rien demander dans ce sens-là. Rien n'est joué. Non. Rien. Ségolène Royal peut gagner si elle transforme le deuxième tour en un référendum contre Sarkozy. Parce qu'il a déjà commencé, quand même. Un référendum contre Sarkozy. On ne parle pas d'autre chose. Elle agrège tous les mécontents de Sarkozy. On fait du 21 avril, si vous voulez. On fait du sarco-facho pendant 15 jours. Et F comme fasciste, M comme nazi, on en trouvera un autre. Je veux dire, on est déjà un peu dans ça. Mais ça, c'est à la limite, c'est de la tactique. C'est de bonne guerre. Moi, je pense que Jean-Marc Lèche a raison sur le baiser qui tue de Le Pen. Le Pen, c'est très bien. Si vous voulez, le baiser qui tue peut être fatal, alors. Il tue, vraiment. Mais vous n'allez pas... Mais alors, et cette histoire DRG, là, alors, tout le monde a dit, il y a une note DRG, j'ai une note, là, DRG, qui dit que Le Pen va se retrouver... À Marseille, au Moyen-Âge, il y en avait par paquebot entier. Des quoi, les reliques de la croix du Christ au Moyen-Âge. Ça, c'est vraiment de la manip. Non, c'est de la manip. Ça, c'est vraiment de la manip. Ça va se multiplier. Non, mais vous savez de quoi on parle. Nos spectateurs savent de quoi on parle, j'espère. Il y a une note DRG, des renseignements généraux, qui dit que Le Pen risque de se retrouver au second tour, exit Ségolène, au second tour face à Nicolas Sarkozy. Hein, c'est ça, je la résume. C'est le jeu des épouvantails. C'est un épouvantail pour vous, c'est de la manip, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Se multiplier, c'est un peu chaque fois, à chaque élection, mais là c'est pire. Et je pense que à ce moment-là, Internet va jouer un rôle considérable dans la propagation. C'est un vrai outil de circulation de ce genre de choses. Des rumeurs. Des rumeurs, pas forcément, mais c'est un outil où ça circule très vite. Sur Internet énormément. Non, le sondage DRG qui a été repris par le Nouvel Obs mercredi ou jeudi a beaucoup circulé sur Internet. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une sanctification d'un média et de journalistes qui étaient censés avoir fait leur travail. La circulation anonyme de rumeurs qui sont complètement infondées, etc., ne marche pas très bien. Il y a eu une rumeur la semaine dernière sur le fait que circulait une rumeur dans les rédactions sur Nicolas Sarkozy. Donc je ne sais pas si vous imaginez, le truc a tenu 2 jours et ça s'est effondré parce que, grosso modo, rien n'est sorti. Alors qui a intérêt à faire circuler ça? Mais tout le monde. Mais non, je ne comprends pas tout le monde. C'est plutôt... La gauche a intérêt à faire circuler l'idée qu'elle risque d'être éliminée. Serge Moiti, la dernière fois, à 7h30,
à 7h30, Madame Jospin a dit vite, disons à nos amis d'aller voter. Bah là, on le fait 15 jours avant, voilà, je veux dire. Là où ça va être Non, d'accord, non, mais... Ça s'appelle le vote utile, ça fonctionne encore. Ça là où risque ça de va être fonctionner critique encore. et problématique, alors, qui s'abuse c'est le jour de Comment l'élection. C'est le jour de l'élection où ça va être critique et problématique parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on a des moyens de circulation de l'information extrêmement rapides. On va avoir des sondages qui vont sortir, des sorties des urnes, etc. vers 17h, 18h. Et on a des journalistes aujourd'hui, que je ne citerai pas, mais qui, sur leur blog personnel d'une radio grand public, qui appellent et qui disent, moi, à 18h, je balance les sondages sortis des urnes, Non, c'est vrai je balance, etc. Oui, il l'a dit, Tout il l'a à fait. Un journaliste d'une grande radio généraliste qui le fait sur son blog. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que là, si on le revendique et si on va dans cette manipulation, on peut, en 2 heures de temps, sur quelques millions d'électeurs qui votent, si ça circule extrêmement ça vite, qu'il faire faut une les vraie autoriser le manipulation dimanche. du vote lui-même et pas uniquement de l'information, Vous de la pouvez, perception. Internet peut déstabiliser le vote à partir Pas entre le Internet, dimanche 18h et le dimanche 20h. Mais c'est un outil de circulation où l'information peut aller très très vite. Les SMS, Internet, les blogs, Et ça peut jouer les sur emails, combien de monde, etc. tout ça? Ça peut jouer sur combien de monde? Les gens qui votent entre 17h30 et 20h, ça représente quelques millions de personnes. Mais c'est pas énorme, ce que vous dites. Mais oui, et ça peut. Voilà. Alors après, la modification des comportements, ça va jouer sur les électeurs tactiques, mais etc. attendez. Mais c'est Non, mais une vraie énorme. responsabilité. Monsieur Le Hague, grave qui a été d'amener bien à la mutique, publication là. de ça. On a des travaux aux États-Unis. C'est intéressant, les États-Unis, c'est un très grand pays sur plusieurs fuseaux horaires. Et quand les électeurs de Californie commencent à voter, c'est terminé de Et les l'autre côté. autres, ouais. Et donc ils ont Nous aussi, on connaissance a les des résultats octobres de et tout l'autre ça, côté. hein, Ça, avec la Nouvelle-Calédonie. Et tous les travaux dont on dispose prouvent que ça n'a pas d'influence véritablement décisive. Bah, c'est pas ce qu'il dit. Non, mais attendez. On n'en sait rien On encore. n'en sait mais rien là, encore, on va actuellement, voir. Mais en revanche, revendiquer l'appel et dire moi je vais vous donner l'information qui aujourd'hui était sous embargo dans des partis politiques et dans des rédactions de manière assez légitime est quand même de nature à perturber le scrutin. Non, mais quand même, je vous rappelle que sur Internet, et vous venez d'en donner un exemple, on est là dans la prosternation, c'est formidable, tout le monde parle à tout le monde. Alors bon, d'abord, ça veut dire que toute parole en vaut une autre. Moi, je suis réservée là-dessus. pas vrai du tout. Mais surtout, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire, mais il n'y a pas de règles. Mais s'il y a des règles, il y a des lois. Non, mais il n'y a pas de. Vous venez vous-même de dire que des journalistes annoncent. Il enfreint que... la loi, il risque Alors, 75 000 euros d'accord. d'amende. Alors peut-être on va voir ce qui se passe. Si Moi, j'ai le été- monsieur journaliste fait ça, Je il voudrais risque vous de donner payer. un autre exemple, mais qui est plus anecdotique. Jean-François Kahn et le service politique de Marianne ont fait un très grand papier sur Nicolas Sarkozy, de très long papier sur Nicolas Sarkozy cette semaine. Dans les jours qui précédaient, moi qui cognait, je veux dire. Non, Et dans mais les jours, vous dites- dans les jours qui précédaient, moi on m'a demandé est-ce que c'est vrai qu'il annonce que Sarkozy est dans une secte? Est-ce que c'est vrai? À la Dans fin, une c'était. secte Oui, à la fin, non mais c'était des bruits, on ne sait comment. À la fin, j'ai dit non, il annonce qu'il mange des enfants au petit déjeuner. Très bien, et c'est faux. Ah, je vous les juge. Jean-Marc, j'avoue, j'ai une question moi, qui m'empêche de dormir. Alors, je prends des tranquillisants, des trucs comme ça, etc. Comment on peut dire que quelqu'un fait moins de 0,5% de voix? Comment on calcule moins de 0,5% de voix? C'est absurde, non? Oui, c'est absurde. Ah bon, c'est Mais absurde, enfin, on est d'accord. Hein, j'entrevois ce que ça peut être de faire un peu plus de 0,5%. mettons qu'il est 0,3, les sondeurs mettent à ce moment-là 0,5. Dans un papier où C'est on pas parle plus de M. absurde que de Chivardi dire ce matin. 29,5. Monsieur Chivardi, par exemple. Il y a un sondeur qui fait une annonce officielle à ses collègues et qui dit ceux qui ont eu au téléphone quelqu'un qui vote Chivardi, qui me donne vite le numéro. Vite. Non, mais c'est fou, comment on peut... Non, je dis que ça n'est pas plus absurde que de dire que quelqu'un a 29,5%. Il y avait Bachelard qui avait une très belle phrase là-dessus. Il disait il était sûr du dernier chiffre après la virgule. C'est sur le premier sur lequel il avait un doute. Et moi, je crois Mais que il y a vous en aussi êtes à une peu question, près là. il y a aussi, monsieur Le Hague, une chose qui vous énerve, vous, c'est que le taux de réponse brute, d'abord, n'est jamais publié dans la presse. Et il y a une autre question, c'est le côté, l'histoire des portables, des précaires, des ceux qui n'ont pas de boulot, etc., qui ne sont jamais sondés par C'est-à-dire que les échantillons sont de moins en moins représentatifs. Mais alors, Les jeunes sans diplôme, à Et l'intérieur pourquoi des donc classes populaires, les ouvriers les moins qualifiés sont pourquoi donc systématiquement mais sous-représentés. alors pourquoi? Ça, je ne comprends pas du tout. Pourquoi? Par monter des refus de répondre, on n'est pas obligé de répondre Oui. à un sondage, et par le fait qu'effectivement, via les mobiles, alors que généralement les sondages travaillent sur Sur les lignes fixes? alors vous pouvez faire les deux, On mais sait faire les deux et on fait les deux. Il y a Vous pas faites les de deux, souci. vous appelez les portables? Il y a 27% des Français qui n'ont plus de fixe. Bah oui. On sait qui c'est, on sait où ils sont, c'est plutôt des jeunes. Et quand on regarde leurs préférences comment on fait politiques, ils sont plutôt plus Front National que les, Pourquoi? que les Pourquoi? autres. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont plus jeunes, plus ouvriers, il y a moins d'argent. Pour quelle raison est-ce qu'on a plus de fixe?
on n'a plus de fixe parce que le fixe coûte plus d'argent et quand on n'a pas beaucoup d'argent, on préfère avoir le portable. Plus personne s'en sert, surtout, presque. Si, par exemple, si vous avez plus de 50 ans, vous avez une fâcheuse tendance à vous servir beaucoup du fixe et pas réellement beaucoup du portable. C'est pour ça que je suis extrêmement jeune. Ça vous pose quand même deux problèmes. Un premier problème de coût, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Oui, mais c'est pas nous. Nous vendons, nous n'achetons pas. Et un second problème, qui est qu'un entretien au téléphone, surtout quand vous faites des omnibus, c'est-à-dire que vous compactez en un seul sondage 3 ou 4 questionnaires de commanditaires différents, par portable, une demi-heure, je crois que les conditions de réalisation des entretiens ne sont quand même pas. Mais par exemple, vous refusez de répondre. Moi, j'ai jamais été sondé, je reconnais, bon d'accord. Il faut sonder Serge Moiti. Non, mais alors, sondez-moi une fois. Sondez-moi une fois. Et si je refuse de Votre répondre? téléphone est connu? Ouais, mais je vous le donnerai. Mais alors, pas. qu'est-ce que je fais? Si je refuse de répondre, je passe pour quoi? Un asocial, un mauvais citoyen, quoi? On vous demande pourquoi vous n'avez pas envie de répondre, puis on peut très bien comprendre. Il y a des gens que vous dérangez quand même. Vous arrivez chez eux. Ça à n'entre pas dans n'importe le quelle heure. sondage, ça, le refus de répondre. Ça s'appelle Mais quoi? on le sait. Lorsque les sondages étaient faits au domicile des gens, les enquêteurs avaient tendance à minorer la quantité de refus de réponse. Là, tout se fait dans une même pièce comme celle-ci, et donc les enquêteurs sont... On a une idée. Je sais très bien qu'entre les deux tours, il y aura 10% de refus de réponse, et pas 30 et pas 40. Ah, vous le savez déjà? Mais oui, on le sait, parce qu'on Mais vous êtes pitié ou sondeur? 1 million de gens par an. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais quand même, Non, mais de attendez. quoi parle-t-on là? Quand vous dites j'ai 10% de gens qui refusent de répondre, le taux d'acceptation, une fois que les gens ont décroché le téléphone, que vous dites voilà, c'est un sondage pour Ipsos, le taux d'acceptation, ça dépasse pas 40%. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai encore fait des questionnaires téléphoniques il y a 3 semaines. Vous n'êtes pas Ipsos, vous? Ah bah, à mon avis, via l'université des étudiants, Non, on a un taux de répondants qui est supérieur au ça n'est vote. pas une entreprise. Non, mais quand on leur dit une chose, les gens répondent, enfin, bien sûr. Non, mais moi, si j'ai pas envie, je suis nulle part. Alors, si j'ai bien compris. connu. Je suis nulle part. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on attend à Moscou? Quel est le rêve du résultat? Un sondage. Un vrai On attend d'avoir des sondages, sondage. Un énième sondage. Poutine va se représenter ou pas. Kasparov, tout ça. Qu'est-ce qu'on aimerait voir en Ah, vous France? savez, la Russie a une forte tendance autoritaire, n'est-ce pas? C'est un Ça m'a pays. pas échappé. Ça nous a jamais réussi d'avoir des hommes avec ces tendances-là, mais on aspire toujours à ça. Donc Nicolas Sarkozy, évidemment, favori partant pour tous les médias russes. Parce qu'il représente le libéralisme, parce qu'il représente... Ça, c'est extraordinaire. Qui aurait rêvé d'une réponse comme ça il y a quelques années? Les Russes rêvent d'un type qui serait libéral, capitaliste pur jus. Bah oui, la Russie est un pays beaucoup plus libéral aujourd'hui que la France. Non, je fais d'appel public, vous vous rendez pas compte, d'accord, on arrête, mais c'est incroyable, non mais c'est fou. Oui, c'est totalement fou, mais c'est tout aussi fou que pour nous de voir que la France est un pays formidable où il y a toujours le Parti communiste qui va se présenter à Ça l'élection vous paraît présidentielle. étrange, c'est toujours un Ah parti bah communiste. oui, par Attendez, en rapport à la Russie, il carte. existe quand même le Bien Parti sûr, mais communiste. c'est dans la même lignée. 5 candidats d'extrême gauche sur 12, oui. Qu'est-ce que Les vous, trois comment vous réagissez à trotskistes, ça? c'est formidable trotskistes. aussi. Tous les courants sont représentés. Enfin, les 3 grands courants du trotskisme Mais enfin, ils vont sont faire combien représentés. ensemble Ça nous émeut profondément. C'est avec un grand... Ça vous fait quoi? Ça vous fait... Bah écoutez, c'est avec un grand émotion et un Une peu grande d'ironie. émotion pour vous. Et un peu d'ironie quand même là-dessus. Un peu de nostalgie ou pas? Pas de Ah, pas du tout, répondre à Pas du ça. tout, on vous les laisse. Non mais attendez, Alors, le Parti allez-y. communiste, Alors. excusez-moi, est quand même beaucoup plus fort en Russie, à ce que je sache aujourd'hui. Je veux dire, Corée et donc- du Nord, Cuba. Non mais je pense que la d'autres Russie, pays là, aussi on va pas sympathiques. dire, il est beaucoup plus fort en Russie. Je veux dire, on a 6 candidats d'extrême gauche, mais on va voir Est-ce que, combien ils font. est-ce que vous pensez que les attentats qu'il y a eu au Maghreb récemment, Casablanca encore ce matin, je crois, et Alger il y a 3-4 jours, etc., peuvent avoir une influence sur notre campagne? Non, c'est très, très sérieusement. Qu'est-ce que vous... À mon avis, pas d'impact décisif. Ils ont eu lieu dans des pays étrangers, très Oui, proches, enfin, si proches. auxquels on est fortement sensible. Si jamais il se passait quoi que ce soit en France, parce que Dieu ne plaise, bien évidemment, ça profiterait au candidat qui est le mieux placé dans tous les sondages pour s'exprimer en matière de sécurité, de fermeté et de menaces terroristes, et ça profitera à Nicolas Sarkozy. Ça, Enfin, c'est évident. quand même différent de ce qui s'est passé en Espagne, où il y avait un candidat Le Pen. qui appelait au retrait Le des Pen, troupes et selon l'autre pas. monsieur. Le Pen plus que Sarkozy. Enfin, quand on demande aux gens, Président de la Gare du pardon, Nord. c'est un sondage, mais La quand Gare on du demande aux Nord, gens ça a qui été est le mieux Sarkozy. à même de régler les problèmes de sécurité dans ce Oui, pays, c'est Sarkozy. Sarkozy est à plus de 40, et vous me regardez, c'est un sondage. Comme Et- ancien et- ministre de l'Intérieur ou et- parce qu'il et- sait et faire Le Pen quoi est Parce est qu'il à est moins moins de 10. mauvais dans le secteur. Parce qu'on a l'impression Son- que même son s'il ne l'a bilan pas est quand fait, même- c'est le seul qui Oui, mais- peut un jour le faire. non, pas. On a l'impression, deuxièmement, qu'il n'était que ministre. C'est peut-être pour ça qu'il a été entravé si jamais il est président. Et puis peut-être qu'il a réussi son coup.
d'être un sortant qui ne se voit pas et d'avoir fait la rupture. Mais c'est vrai que les meetings sont beaucoup plus protégés que la semaine dernière. C'est vrai ça, que les meetings sont beaucoup plus protégés que la semaine dernière. C'est-à-dire que nos services craignent quelque chose. Se disent, on ne sait jamais en tout cas. D'autant qu'il y a eu de nouvelles tentatives hier à Casablanca. Hier, oui, à Casablanca. Donc nos services redoutent quelque chose. Et donc ça, ce n'est pas complètement de la politique fiction. Mais la préoccupation concernant la sécurité est plus secondaire qu'elle l'était le 21 avril 2002. Y compris ce qui s'est passé à la gare du Nord. Oui, sur la gare du Nord, on a tout de suite vu que les gens disaient que c'était pas... Si quelqu'un pouvait s'en occuper, c'était Sarkozy, même si le bilan de Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur est contrasté dans l'esprit des gens. Oui, d'accord. On a toujours un problème de couverture médiatique, c'est-à-dire qu'on a calculé, Célina, je crois qu'il avait fait, que si on travaille sur les JT, on avait à peu près 20% des JT qui étaient consacrés en 2002 à insécurité et délinquance, et on est tombé à 6%. Et donc, à mon avis, ça a des effets sur le thermomètre dont on ne sait pas trop ce qu'il mesure quand on nous dit, bon, les questions d'insécurité... Est-ce que la sécurité a baissé ? Non. L'insécurité. Mais c'est extraordinaire, si vous voulez, parce qu'on nous réexplique, si vous voulez, que c'est vachement bien qu'on parle pas de ces questions-là, parce que ça alimente tel ou tel vote. Alors, moi, je veux bien, mais est-ce que ça signifie que la réalité de l'insécurité a baissé ? Ou est-ce qu'on a décidé de planquer le thermomètre ? Il y a une bataille de chiffres, il y a quelque chose qui a monté, c'est la violence aux personnes, donc quelque chose que les gens sont très sensibles. Mais dans l'entourage de Nicolas Sarkozy et chez Nicolas Sarkozy, on dit que ce sont des violences familiales qui sont déclarées désormais, qui ne l'étaient pas avant. C'est très contesté par les experts. Et là, bon, voilà. Mais franchement, là, comme ça, on est entre nous, là, comme ça, de toute façon. Vous pensez que la France, lundi prochain, va être différente ? Pas ce lundi-là à l'autre. Et s'il va y avoir quelque chose dans l'air ? Non, mais ça me paraît bizarre. Non, c'est une vraie question, je n'arrive pas à imaginer, moi. Je vais répondre à 33,6% oui. Non, mais franchement, est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? Oui, il peut y avoir quelque chose qui est une recomposition politique avec les tentatives, les tentations de s'allier entre des socialistes et des centristes. Ça vous y croyez ? Ça, c'est clair. Ça, vous y croyez ? C'est pas la France. Non, mais c'est la France quand même. C'est la France. Quand vous demandez est-ce que la France va changer, est-ce que dans la vie quotidienne des gens, tout d'un coup, par le fait de l'élection, ça va changer ? Ou est-ce que c'est le paysage politique ? C'est tout ça à la fois, mon général. Parce que le 7 mai, oui, je pense que la France pourrait changer un petit peu en cas d'élection de Sarkozy ou de Ségolène Royal et qu'on s'engage, peut-être pas du jour au lendemain, mais dans des choix de société qui vont être malgré tout assez différents. Ça peut nous faire un coup à la 80, c'est-à-dire un changement à la 80 ? Vous pensez ça ? Moi, j'y crois pas du tout. Du pays, peut-être pas, du paysage politique, c'est malheur aux vaincus. Imaginons que Ségolène Royal soit vaincu, quel avenir pour le PS ? Est-ce que le PS ne va pas carrément aboutir à une scission ? Je ne sais pas. Nicolas Sarkozy vaincu, alors que tout le monde l'avait donné gagnant depuis toujours, je pense qu'il se passera des gros problèmes à l'UMP. Et François Bayrou, 3e au premier tour, qu'est-ce qu'il fait ? Il va avec Nicolas Sarkozy après la campagne qu'il a menée ? Pas possible. Il va chez Ségolène Royal ? Visiblement, il n'en a pas une envie folle non plus. Donc, il y sera très embêté, très probablement. Alors, et vous, vous demandez l'asile politique en Union soviétique, qu'est-ce que vous faites ? Non, en Russie ? Je vais choisir peut-être une autre destination, mais je crois que de toute façon, le pays sera changé pour une raison très simple. Pour la première fois, vous avez un vrai changement générationnel. Vous avez pour la première fois les gens qui se postulent la première fois à la présidence de la République. Et ça, c'est un énorme changement pour la France. Il y a un changement absolu. Un changement absolu, c'est la première élection du 21e siècle, on peut dire. Aussi. Plus que celle de 2002, étrangement. C'est ce qui a étrangement. contribué au côté passionnant de l'histoire aussi, qu'on en revient au point de départ. C'est dans ça que cette histoire est tout à fait inédite et passionnante. Tellement passionnante que nous, on ne sera pas là d'ailleurs dimanche prochain, parce que c'est les chaînes France 2, France 3 qui relaient les sorties des urnes, etc., etc. Nous, on se retrouve le dimanche d'après. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jacques, et merci au Journal du Dimanche de nous avoir apporté sa collaboration, son aide précieuse. Merci, messieurs. On se retrouve donc dimanche prochain, si vous voulez prolonger le débat. Mais non, pas dimanche prochain. Si vous voulez prolonger le site, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Le forum est très, très chaud, hein, monsieur Verlac, je n'en doute pas. Vous le croyez. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes... Mais non, à dimanche d'après sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup et dimanche, on vote. À bientôt. Au revoir.